Il est là ? Mes chers collègues, je vous engage à rejoindre vos places car nous allons commencer, Monsieur le Ministre. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, en prévision de l'examen du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. Monsieur le ministre, je dois vous remercier tout d'abord de votre disponibilité vis-à-vis de la Commission des lois, puisque nous nous sommes vus la semaine dernière dans ce même lieu. Le texte que vous allez nous présenter est particulièrement attendu par les policiers municipaux comme par les gardes champêtres. Il faut dire que l'attente aurait été singulièrement longue. Il faut nous rendre compte qu'il s'agit du premier texte d'ampleur sur leurs compétences depuis 1999. Or, le monde a changé depuis un quart de siècle. Les polices municipales se sont très largement démocratisées, aussi bien dans les grandes villes que dans les territoires ruraux. Et leurs agents sont indubitablement devenus des chaînons incontournables du fameux continuum de sécurité. De fait, la situation sécuritaire s'est elle aussi considérablement dégradée. Et par certains aspects, la croissance des polices municipales a permis d'apporter à des forces de sécurité intérieure particulièrement contraintes le soutien nécessaire pour garantir la sécurité au quotidien de nos concitoyens. 25 ans après, il est sans doute plus que temps d'adapter les prérogatives de nos policiers municipaux et de nos gardes champêtres à ce changement de paradigme. Leur action est encore aujourd'hui trop souvent entravée par une définition étroite, sans doute trop étroite, de leurs compétences. Nous connaissons bien ce sujet à la Commission des lois, à double titre. D'abord parce que ce projet de loi a été largement élaboré par François-Noël Buffet pendant son mandat Place Beauvau, et je tiens à saluer ici son engagement constant pour faire aboutir ce projet de loi dans un contexte politique que je qualifierais pudiquement de difficile. Ensuite, parce que la Commission des lois a rendu l'an dernier un rapport d'information transpartisan sur les polices municipales sous le patronage de Jacqueline Eustache-Brinio. Elle est aujourd'hui rapporteure du projet de loi, comme vous le savez, aux côtés d'Isabelle Florennes, qui avait également participé activement aux travaux de la mission d'information. Nous avions formulé 25 recommandations concrètes visant à nourrir un futur texte de loi. Je me réjouis de voir que le gouvernement s'est inspiré de beaucoup d'entre elles pour rédiger son projet de loi. Je pense notamment à la possibilité pour les policiers municipaux de dresser des amendes forfaitaires délictuelles pour certaines infractions du quotidien. Certaines de nos recommandations n'ont néanmoins pas été retenues, et je ne doute pas que nos deux rapporteurs vous interrogeront sur ces points à l'issue de votre propos liminaire. Les autres commissaires qui le souhaitent pourront évidemment ensuite vous questionner. Et comme il n'est pas de coutume, je ne pose pas moi-même de questions. Je laisserai le soin aux rapporteurs de le faire. Et Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour votre propos introductif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je suis heureux d'être devant vous et donc pour présenter ce projet de loi qui a été donc présenté en Conseil des ministres, qui évidemment a été soumis au Conseil d'État et pour lequel nous avons, enfin le gouvernement, un calendrier d'adoption qu'on espère rapide et peut-être même avant les élections municipales. À mon tour, je voudrais évidemment saluer, avant de présenter rapidement ce projet, donc saluer le travail qui a été mené d'abord par Monsieur Darmanin et puis Madame Faure, puis ensuite par Monsieur Retailleau et Monsieur François-Noël Buffet, qui s'était surtout attelé aux rédactions, au travail de concertation, et donc je voulais évidemment avoir une pensée pour lui en cet instant. Vous dire évidemment que je rappelle également que dans mes fonctions précédentes, j'avais aussi l'occasion d'être auditionné, et notamment par la mission d'information sénatoriale transpartisane de Madame Eustache-Brinio, où j'étais venu parler des polices municipales. Voilà. Et que, d'ailleurs, même en tant qu'ancien préfet de police, j'ai pu voir fonctionner la plus grande, en volume, la plus importante police municipale de France, et parmi la plus récente en même temps, mais dans un contexte où, à Paris, le préfet de police exerce aussi une partie des attributions qui sont exercées dans d'autres communes par les maires. Donc, vous dire évidemment, et vous l'avez dit Madame la Présidente, que ce projet il est issu d'une concertation assez large qui s'était engagée dans le cadre donc, du Beauvau des polices municipales, qui ont été organisées à partir d'avril 2024, qui ont été restituées en septembre dernier. Et il en résulte un texte, je vous l'avais rappelé, je crois largement consensuel. Il y a encore évidemment des points
qui mérite sans doute d'être discuté, mais c'est un texte qui est très consensuel et qui, conformément d'ailleurs au feu vert que nous a donné le Conseil d'État, il demeure toujours une option, évidemment, pour les collectivités locales. On respecte le principe de libre administration des collectivités locales. Alors, c'est évidemment un texte également d'équilibre, puisqu'il octroie de nouvelles prérogatives judiciaires aux polices municipales via l'extension de la faculté de constatation des délits d'amende par amende forfaitaire délictuelle. Mais il n'y a pas pour autant octroi d'un statut d'officier de police judiciaire, ce qui était quand même un souhait assez fort, une opposition assez forte des parlementaires sur ce sujet et même de l'AMF dans le cadre des discussions et des concertations que nous avons. Et puis il y a aussi d'autres extensions qui sont extrêmement importantes, comme la possibilité pour les PM de relever l'identité, mais qui se limite aux seules infractions que les polices municipales sont habilitées à constater. Mais c'est quand même un élément novateur et une avancée assez significative. Mais en tout cas, cette possibilité de relever l'identité ne sera possible que dans ce cadre-là et pas pour l'exercice des polices administratives du maire. Sur le calendrier, le gouvernement a demandé qu'on puisse mettre en œuvre la procédure accélérée pour retenir les échéances que j'ai dites. Vous redire qu'au dernier recensement, donc c'est dans ça que ce texte évidemment est important, on avait donc un peu moins de 4000 collectivités qui avaient une police municipale, qui employait un peu plus de 28 000 agents. Et que le nombre de policiers municipaux il a augmenté de 45% en l'espace de 12-13 ans. Donc une augmentation assez significative. Et 85% de ces polices municipales sont armées aujourd'hui, dont un peu plus de la moitié, un peu plus de 50%, le sont d'armes létales. Alors pour nous, c'est un texte qui est extrêmement important parce qu'il va permettre de faire vivre encore plus ce continuum de sécurité qui existe déjà entre les forces de sécurité intérieure étatiques et les polices municipales. Il y a déjà évidemment avec d'autres acteurs, il y a un continuum de sécurité important qui existe. Et concrètement, pour nous, ce sera également une nouvelle étape de ce continuum de sécurité que nous avons vu à l'œuvre pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, où les élus se sont évidemment engagés dans l'organisation en termes de sécurité et où les polices municipales ont joué un rôle déterminant que je veux évidemment ici rappeler comme ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'un des héritages immatériels des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, c'est aussi ce continuum de sécurité, cette façon de travailler ensemble qui a été sollicitée et qui s'est extrêmement bien passée. Et puis qui permettra donc de poursuivre cette répartition de compétences qui est respectée par les uns par les autres, mais qui s'articule dans le cadre de conventions de coordination et qui fait qu'il y a des policiers nationaux qui luttent contre la délinquance haut de spectre, mais aussi la délinquance du quotidien, et des policiers municipaux qui, et c'est l'article 1 d'ailleurs, l'article 1 rappelle le champ de compétences de manière très claire, sous l'autorité des maires, qui sont en charge de la sûreté, la tranquillité publique, la salubrité publique, évidemment également de la prévention de la délinquance. Et donc voilà ce que je voulais vous dire peut-être pour introduire mon propos. Vous redire évidemment que ce texte il est très respectueux de la libre administration des collectivités locales, je le redis, il n'y a pas de décision, on n'impose on n'impose rien, donc tout est évidemment optionnel dans la mise en œuvre des compétences et même des nouveaux outils numériques qui sont prévus. Et on est bien dans le respect du principe de cette libre administration. Donc des compétences élargies, des moyens qui sont offerts aux polices municipales et qui sont des moyens nouveaux qui correspondaient à des demandes des élus locaux. Je pense notamment aux drones, donc à l'expérimentation des drones, au LAPI, au-delà de l'utilisation actuelle qui porte sur une ou deux infractions routières. Là, on aura beaucoup plus d'infractions routières avec une connexion au système d'immatriculation des véhicules. Et puis aussi tout un volet qui vise à renforcer la déontologie, la formation
Et une disposition aussi qui est extrêmement importante, qui était aussi une demande très forte des élus locaux, c'est on renforce la formation, évidemment, je pense qu'on y reviendra, mais dans le même temps, on a prévu des possibilités de dispense, qui étaient très attendues, puisque de nombreux élus nous signalaient que des personnes qui avaient une certaine expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité se voyaient contraintes de repasser les formations et les examens. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la Présidente, et j'en termine simplement pour vous dire qu'il y aura évidemment un volet réglementaire qui sera extrêmement important, et donc, comme on l'a fait la semaine dernière pour la loi portant sur le narcotrafic, moi je serai évidemment tout à fait disposé à régulièrement venir devant votre commission pour expliquer les mesures réglementaires que nous préparons. Il y aura beaucoup de mesures réglementaires, des décrets, des arrêtés qui fixent des listes, des contenus de formation, etc. Moi, je vous le dis comme ministre de l'Intérieur, je n'aurai aucune... C'est bien volontiers que je viendrai exposer ces mesures telles que nous les prévoyons, telles que nous les discutons évidemment dans un cadre partenarial réglementaire qui est prévu, mais sur ces mesures réglementaires qui sont évidemment très nombreuses. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons passer donc aux questions d'abord des rapporteurs. Dans l'ordre qui vous plaira, je vois Madame Eustache-Brinio qui prend le micro. Allez-y, Mesdames. Peut-être, vous avez beaucoup de questions, Madame Eustache-Brinio ? 3. Alors peut-être pouvez-vous les poser toutes les 3 ? Oui. Monsieur le Ministre nous répond et ensuite Madame Florennes posera ses questions. Peut-être au nombre de 3 aussi, qui sait ? 2. Alors écoutez. Nous n'avons pas voulu prendre tout le débat. Très bien. Madame la rapporteure, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez rappelé le cadre de ces textes qui est effectivement un travail commun, j'ai envie de dire, et une forte attente des maires. Je crois que chacun d'entre nous le sait bien, chacun dans son territoire. Donc voilà, ce texte, il était tant attendu. Parce que je rappelle que depuis 1999, on n'avait pas modifié une virgule des compétences de police spéciale. Et on le dit souvent en commission, la France de 1999, ce n'est hélas pas la France de 2026. Voilà. Alors, 3 questions. Je vais essayer d'être très bref pour laisser évidemment le temps à tout le monde de poser des questions. La commission des lois, Madame la Présidente, a rappelé que nous avons fait un rapport d'information et nous sommes ravis qu'un certain nombre de nos positions soient reprises. Nous nous étions inquiétés du risque de l'octroi de ces compétences élargies qui seraient un peu différentes d'un territoire à l'autre et nous avions alerté sur le fait d'avoir des polices municipales à 2 vitesses sur le territoire français. Alors on sait que le chemin de crête est un petit peu compliqué, mais le texte que vous proposé surmonte en partie cet écueil de cette police à 2 vitesses, puisque la rédaction est souple sur le nombre d'encadrants en nombre suffisant. Donc il faut peut-être qu'on revienne là-dessus. Néanmoins, nous avons été alertés sur les difficultés, et en particulier quand on fait des déplacements en province, que pourraient rencontrer des polices municipales rurales et les gardes champêtres pour s'emparer de ce dispositif compte tenu des petites équipes. Alors oui, il y a possibilité de se marier, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et en dépit des possibilités de mutualisation ou de mise en commun, ne pensez-vous pas que finalement tout le territoire français, en tout cas tous les territoires, ne bénéficieront pas de cette extension des prérogatives? C'est une vraie question, en tout cas des territoires ruraux. Ensuite, sur les amendes forfaitaires délictuelles, vous avez effectivement dressé un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles avec un certain nombre d'infractions. Je voulais juste savoir pourquoi vous avez donné cette liste. Est-ce que vous pensez que le Sénat vous fera certainement des propositions? Est-ce que c'est une liste qui est définitivement arrêtée ou est-ce qu'on peut prévoir des extensions de ces délivrances d'AFD sur des sujets très concrets qui sont évidemment vécus dans nos territoires? Et puis, nous avions effectivement proposé des choses un peu plus complémentaires, Monsieur le Ministre, sur la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des relevés d'identité, pas uniquement sur le constat, mais pour évidemment tout crime ou délit flagrant et non pour les seules infractions relevant de leurs compétences. Ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé. La possibilité aussi pour les policiers municipaux de procéder à des inspections visuelles de coffres et à chaque fois qu'on a des auditions aujourd'hui, en tout cas d'élus, alors je sais que ce n'est pas facile parce que c'est déjà pas aussi souple pour la police nationale, mais c'est vrai qu'ils sont quand même confrontés à des vraies réalités de terrain. Aujourd'hui, nos policiers municipaux ils sont très exposés. Donc dans un cas administratif et sous réserve d'un encadrement très strict, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir ces inspections visuelles? Et puis
effectivement, nous questionnons sur un certain nombre d'accès aux fichiers qui semblerait peut-être intéressant de donner à nos policiers municipaux sur les permis de conduire, les véhicules assurés, les fourrières, etc. L'idée, c'est de se dire, est-ce que sur le quotidien, on ne peut pas leur donner un accès à plus de fichiers qu'il ne l'est prévu? On sait bien que le fichiétage et FPR est compliqué, ça, on est bien conscient de ça. Bon, voilà, on n'est pas non plus là pour écrire des choses impossibles, mais je pense qu'on pourrait aller sur certaines compétences pratiques peut-être un petit peu plus loin globalement. Voilà, c'est toutes mes questions. Oui, oui, c'est bon. Voilà, je vais répondre donc à ces 3 questions. Je vais peut-être les prendre dans l'ordre. Oui, peut-être pas forcément dans l'ordre, dans le désordre, sur l'inspection visuelle des coffres. Effectivement, ça n'est pas prévu, comme vous le dites, hein, Madame la sénatrice, Madame la rapporteure, y compris pour les policiers nationaux. Hein, il faut qu'on demande des réquisitions. Ça n'est pas possible non plus pour une autre catégorie, sont les agents de sécurité privée, y compris pour les biens dont ils ont la garde dans leur mission. Sur ce sujet, puisque la question c'est qu'est-ce qui peut évoluer ou pas en fait, hein, on se dit tout. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas sur les biens dont ils ont la garde? Il faut qu'on réfléchisse voilà, si dans le cadre de la discussion parlementaire, une proposition de modification allait dans ce sens. Pourquoi pas? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous portons par ailleurs dans d'autres projets, notamment le texte sur les JO, je ne sais pas s'il a peut-être été même adopté, hein, cette disposition a été adoptée, nous avons proposé une mesure qui prévoit pour les agents de sécurité privée de faire l'inspection visuelle pour les missions dont ils ont la charge. Pour l'État, on le demande sur certains territoires pour les fonctionnaires. Donc ça ne me paraît pas choquant que par exemple, hein, pour les biens dont les policiers municipaux assurent la garde, c'est-à-dire des bâtiments communaux et autres, ou pour des grands événements, pourquoi pas, hein. Moi, je suis assez ouvert là-dessus. Il n'y a pas de difficulté, sachant que ça se fait toujours avec le consentement de la personne, hein, et quand elle ne le veut pas, elle n'accède pas à l'endroit où elle voulait se rendre quand il y a un contrôle. Sur la question de l'accès aux fichiers, alors la question, on a déjà des accès qui sont quand même assez importants, notamment le fichier des permis de conduire, le FOVES, les véhicules volés. On a le fichier des immatriculations, on a pas mal de fichiers. La question, donc je note que vous écartez le TAJ et le FPR, hein, évidemment. Hein. Et voilà, par bon sens, évidemment. On nous a posé la question souvent du fichier des assurances. Voilà. Bon. Alors, les fichiers, le choix qui a été fait, ça a été d'ouvrir l'accès, enfin de vérifier que pour chacune des infractions nouvelles qui pouvaient être constatées, il n'y avait pas besoin de fichiers nouveaux, que les fichiers étaient suffisants. On arrive à ce résultat. Donc voilà. Après, si on étend la liste des AFD, mais je vais y revenir, il faudra qu'on voit si on ouvre les fichiers ou pas. Mais pour l'instant, on a déjà quand même un nombre de fichiers qui est assez conséquent. On nous a parlé beaucoup dans les préparations des textes à l'Assemblée du fichier des assurances. Comme il n'y a plus de vignettes, on va regarder ce sujet. Mais, et du coup, je réponds à votre question sur les AFD. Non, la liste n'est pas définitive, elle peut être étendue. Mais l'idée qui a été la nôtre, c'était de prendre des infractions qui se constatent, qui sont très importante pour nos concitoyens, hein, mais qui se constate assez facilement finalement, et qui, parce que vous savez que pour certaines AFD, quand on est en récidive, on ne peut pas avoir une constatation forfaitaire, on ne peut pas avoir d'amende forfaitaire délictuelle, et celles-ci, on les a exclues de la liste, hein, pour éviter que les policiers municipaux aient des vérifications à faire et autres. Voilà, donc pourquoi pas étendre la liste, hein. Moi, honnêtement, c'est pas une difficulté. Il faudra simplement qu'on vérifie qu'il n'y ait pas que ce soit pas des AFD exclus en cas de récidive, hein. La liste est déjà très longue, hein. On a les 9 principales. On a dans toutes les AFD qui sont proposées, on a celles qui sont le plus souvent utilisées, hein, c'est-à-dire le routier et les stupes. Hein, c'est vraiment celle, consommation de sup, c'est vraiment celle qu'on utilise le plus. Sur la question des relevés d'identité, on a prévu uniquement c'est vraiment un relevé d'identité, c'est-à-dire aux fins de recueillir l'identité pour notifier, pour verbaliser, soit au travers de l'AFD, le moment venu, soit au travers d'un constat d'un procès verbal. Voilà, on n'a pas prévu de contrôle d'identité en dehors de cette situation, et notamment dans les cas de crimes
dans les cas d'urgence. Voilà. Bon, donc il faudrait qu'il y ait... faut réfléchir à tout ça. Ça peut être en cas d'interpellation, dans la situation que vous dites, de policiers municipaux, mais auquel cas ils remettent tout de suite les personnes aux OPJ et les vérifications sont faites. Voilà. Donc on n'y est pas forcément favorable. Je pense que le relevé d'identité, c'est déjà énorme. Après, ensuite, le nombre d'encadrants, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Évidemment, il faut donc... avec ces nouvelles compétences judiciaires, notamment pour la constatation donc des 9 délits dont on a parlé, il faut effectivement qu'il y ait des encadrants donc, qui sont, pour les missions qu'elles exercent, sous l'autorité fonctionnelle des parquets, comme les policiers et les gendarmes, quand ils exercent leur mission, même s'ils restent, et les uns et les autres, respectivement, sous l'autorité hiérarchique des maires et des préfets. Il faut qu'il y ait des encadrants, et on a prévu des formations, on a prévu une structuration. On n'a pas encore fixé les seuils. Voilà, on va le faire par voie réglementaire, d'où l'intérêt qu'on puisse évidemment poursuivre ces échanges, parce que vous avez raison de souligner qu'évidemment toutes les collectivités ne pourront pas accéder à cette possibilité d'utiliser la constatation du délit, donc de l'AFD. Bon, voilà. Il faudra qu'on réfléchisse au seuil. On est en train d'y réfléchir d'un point de vue réglementaire, mais moi je suis disposé à échanger là-dessus, à échanger sur les seuils qu'on va retenir, c'est-à-dire qu'on va fixer un niveau d'encadrant en fonction du nombre d'agents municipaux habilités à verbaliser. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole à Madame Isabelle Florennes, qui est également rapporteure, non sans avoir dit avant aux collègues qui ne se seraient pas encore inscrits alors qu'ils souhaitaient poser une question, de le faire sans tarder. Très bien. Madame Florennes. Merci, Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Ministre, moi j'ai 2 questions. L'une qui concerne des précisions sur la formation. Donc, vous l'avez dit, ce projet de loi, et nous nous en satisfaisons, a repris notamment un certain nombre de préconisations que nous avions formulées dans la mission sur les dispenses de formation qui semblaient effectivement nécessaires. En revanche, on a été interpellé à nombreuses reprises lors de nos auditions sur les formations des personnels encadrants, et l'étude d'impact donne un chiffre de 14 semaines sur les formations, justement sur les prérogatives nouvelles. Donc ça, on en a fait part d'ores et déjà à vos services. Mais je voulais vous entendre sur cette durée parce que vraiment, il apparaît lors de ces auditions que cette durée est beaucoup trop importante pour des gens, pour des personnes finalement qui n'exerceront pas l'intégralité des compétences judiciaires, étant donné que ce ne seront qu'une partie de ces prérogatives. Donc là, c'est une question pour confirmer l'intention du gouvernement sur ce sujet. Et ma deuxième question concerne plus précisément les dispositifs de contrôle, parce que vous l'avez dit, effectivement, ces prérogatives entraînent donc toute une partie dans le texte qui concerne la déontologie et le contrôle. Néanmoins, sur cette question-là, on a quelques interrogations d'une part sur la rédaction de cet article, mais là, on fera peut-être sûrement des amendements. Néanmoins, dans notre mission d'information, on avait recommandé l'établissement d'une mission de contrôle nationale permanente commune à l'IGPN, l'IGGN et à l'IGA. Et voilà, je voulais vous interroger sur cette préconisation que nous avions faite, qui nous semble, à ce stade, peut-être un peu plus précise ou peut-être plus claire que ce qui est écrit de mémoire dans l'article 16, je crois, de ce projet. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Je vais laisser la parole à Monsieur le Ministre pour répondre à ces 2 questions avant de la passer à nos autres collègues. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur les formations, le projet de loi
il a le mérite de clarifier les choses sur ce qu'on appelle la formation initiale, la formation continue, puis la formation dite de spécialisation, à la fois pour les policiers municipaux, pour les gardes champêtres. Donc il y a tout un tas de... Voilà. Sur le contenu, je pense que là, c'est dans la partie réglementaire qu'on va caler beaucoup de choses. Votre question porte précisément sur les formations des personnels encadrants. Les 14 semaines, il faut qu'on regarde, je pense qu'on va définir tout ça. Moi, je prends le point. Il ne faut pas non plus que ce soit une formation qui soit très longue. En même temps, ce sont des missions qui sont quand même... c'est pas non plus... C'est pas un statut d'OPJ, mais on n'en est pas loin quand même. On travaille avec le procureur de la République, le personnel encadrant, c'est lui qui fait un peu l'interface avec le parquet. Donc, mais je vais regarder ce point. Et sur le contrôle, alors l'article 16, pour moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était... oui, ce sont les inspections générales des services de l'État, c'est l'IGA en fait, cette formule des IGA, qui peut effectuer des contrôles des organismes de formation sur le 16, il me semble. En fait, aujourd'hui, l'IGA, l'IGPN et l'IGGN peuvent faire des contrôles, mais il n'y a pas d'émission permanente dédiée. D'accord. Contre les polices municipales, donc ça serait pérenniser un peu le dispositif. D'accord. Oui. Sur sollicitation. Pourquoi pas Non, pourquoi pas. On va re-regarder ce point. Pourquoi pas. Question, parce que notamment, il apparaît que le CNFPT, quelque part, s'auto-saisit, en tout cas dans la façon dont c'est écrit. Il nous semble qu'il y a quelque chose à revoir, mais en tout cas, on est prêt à retravailler et à faire des propositions également sur l'écriture de l'article 16. Car à la demande du président du CNFPT, tel que c'est écrit, en première analyse, il existe quand même une forme d'incongruité à ce que ce soit le CNFPT qui puisse solliciter l'État pour qu'il le contrôle lui-même. Il y a quelque chose qui, dans l'écriture, nous semble, on va regarder ce point, en tout cas, peut-être à revoir. Donc, d'où notre interrogation, quand même, et pas que la nôtre, d'ailleurs, elle a été mais je relisais remontée. le texte, le 16, c'est bien sur les formations. C'est les formations qu'on va contrôler. Aujourd'hui, il y a déjà un dispositif de contrôle qu'on complète pour le CNFPT. C'est ça. Mais voilà. Il y a aussi le contrôle en général. Comment est-ce qu'on mais justement, donc c'est bien ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que là, c'est une extension pour le CNFPT pour les formations. Après, il y a effectivement des dispositifs qui permettent d'ores et déjà aux inspections générales d'effectuer des missions. Parfois, souvent même, c'est le préfet qui s'en saisit. Et votre point, c'est de rendre pérennes ces missions qui existent déjà quand même. Donc voilà. Bon. Voilà, à voir. Donc moi, je suis prêt à ce qu'on en discute. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas. Ça serait une interinspection dans votre esprit, ou ça serait les 3 inspections qui mission commune. Oui. En tout cas, de fait, l'extension des prérogatives nécessitera quand même, enfin quand on parle d'AFD, ça va mettre les policiers municipaux quand même en première ligne sur un certain nombre de questions. Il nous semble, tel que c'est écrit, et puis suite aux auditions que nous avons effectuées, que cette partie sur le contrôle, en tout cas nous rapporteurs, nous apparaît pas forcément. Alors effectivement, c'est l'autorité du maire, évidemment, il y a autorité du maire sur le sujet, mais nous avions fait cette préconisation sur cette mission commune de contrôle dans notre rapport, qui me semblait contrôle national, permanente commune, qui nous semblait être utile sur ce sujet. Bon, c'était une proposition. J'ai bien compris le point. Voilà. Donc là, on a un dispositif, bien se rappeler qu'on a un dispositif qui existe, qu'on peut l'activer, que le préfet peut activer, mais on va consulter les inspections, on va voir avec elles cette idée d'avoir une mission commune un peu permanente sur le sujet. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais pouvoir passer la parole à nos collègues qui l'ont demandé. Alors, nous avons 5 demandes de questions. Je vais passer les 5, et puis ensuite, Monsieur le Ministre, si nous n'avons pas épuisé, répondra. Alors, je commence par Monsieur Hervé Reynaud.
Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Ministre. Tout d'abord, réévoquer la mission d'information menée par Jacqueline Eustache-Brinot, ça nous rappelle un bon moment de travail collectif qui a cheminé et qui a abouti. Donc, par les temps qui courent, je pense que c'est important de s'en réjouir. Et puis, se rappeler qu'aussi l'effectivité du texte, c'est grâce aux efforts de chacun, c'est-à-dire la concordance des temps avec les Beauvau, également de la sécurité, qui eux-mêmes avaient connu un certain nombre de ruptures. Et donc les deux ont pu converger pour apporter chacune leur contribution. Donc effectivement, le texte répond aux aspirations des maires. Ça, on a pu le constater pendant les différentes auditions, notamment, comme cela vient d'être dit et répété, élargir les prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres sous leur autorité, en leur donnant la possibilité, sans acte d'enquête, de constater un certain nombre de délits par des amendes forfaitaires. Mais, notamment en marge du congrès des maires, vous avez indiqué que les effectifs de police et de gendarmerie se verraient ainsi déchargés des missions qui touchent à la tranquillité publique. Donc pouvez-vous aujourd'hui clarifier votre réflexion sur la complémentarité qu'il peut y avoir entre les polices municipales et les autres forces de l'ordre, d'autant plus qu'en ce moment, nous sommes nombreux à participer à des vœux dans nos communes et on a l'occasion à nouveau d'échanger avec nos commissaires de police, avec nos directeurs de police municipale ou les gendarmes finalement, hein, qui assurent la sécurité sur les lieux où il n'y a pas de police municipale, afin de lever un certain nombre d'inquiétudes et garantir que cela ne se traduise pas par un transfert, on va dire, déguisé du régalien, non compensé par des moyens, notamment financiers. Ça reste une préoccupation importante des maires et des élus locaux. Merci. Je passe la parole à Monsieur Hussein Bourgi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais formuler quelques questions et observations et je vous laisserai le soin de répondre à certaines d'entre elles ou peut-être à toutes ce soir. Et sinon, je reviendrai dessus lors des débats parlementaires. Lors des auditions que nous avons menées sous l'autorité des deux rapporteurs et auxquelles certains d'entre nous ont assisté, tous les syndicats de policiers ont déploré très fortement l'absence du volet social dans le projet de loi, nous disant qu'on leur confie de nouvelles missions, de nouvelles compétences, mais que la reconnaissance, et en l'occurrence la reconnaissance salariale, s'entend, n'était pas au rendez-vous. Et donc, nous leur avons expliqué que nous étions contraints par les articles de la Constitution et que nous ne pouvions pas, nous, introduire ce volet social qui était effectivement absent. Est-ce que vous avez mesuré cette attente très forte qui s'exprime avec beaucoup de force et de manière assez unanime de la part des syndicats lors des auditions, mais qui s'exprime aussi sur le terrain? Je passe mon temps à faire la pédagogie de ce projet de loi qui n'a pas encore été débattu ni adopté. Mais face à moi, je rencontre des policiers municipaux qui ne voient pas le verre à moitié plein, mais qui ne me parlent que du verre à moitié vide, en me disant ça fait 25 ans que la dernière loi a été votée, il a fallu attendre 25 ans. Quand est-ce qu'on pensera à revaloriser nos salaires, à prendre en compte les dangers et les risques que nous prenons au quotidien? Ça, c'était la première observation. Seconde observation que je voulais formuler, elle concerne cette fois-ci les gardes champêtres. Les gardes champêtres ont le sentiment d'être les mal-aimés de Beauvau. D'être les mal-aimés de Beauvau tout simplement parce qu'ils sont, semble-t-il, entravés dans leur promotion au sein de leur statut, puisqu'effectivement, catégorie C, et ils sont assignés à cette catégorie C. Et finalement, s'ils veulent progresser dans la hiérarchie, il faut qu'ils passent des concours, et en l'occurrence pour aller vers la police municipale. Aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est pas l'appréciation des ministres de l'Intérieur successifs, mais ce qui est questionné, c'est la doctrine de l'administration du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a une volonté assumée ou pas d'aller vers la disparition du corps des gardes champêtres en le dissolvant dans le corps des policiers municipaux? Sinon, pourquoi leur accorder de plus en plus de prérogatives et de missions, et ils sont preneurs, mais ne pas accompagner cela par tout simplement la promotion
à laquelle ils peuvent légitimement aspirer. Là, il y a un écueil sur lequel je tenais à vous alerter, Monsieur le ministre. Autre observation que je voulais formuler, qui est les nouvelles compétences qui pourraient être octroyées, qui pourraient être prises par les policiers municipaux. Vous le savez, le Conseil d'État a demandé que soit levée toute ambiguïté quant à l'autorité sous laquelle exerceraient ces policiers municipaux. Alors, pour rassurer les maires, on leur dit que ça ne change absolument rien, qu'ils exerceront ces nouvelles missions sans préjudice de l'autorité hiérarchique qui sera exercée par les maires. Le Conseil d'État ne semble pas l'entendre de cette oreille. Quel élément de réponse pouvez-vous nous donner aujourd'hui? Et enfin, je terminerai par la formation. Il se trouve que je suis le délégué régional du CNFPT en Occitanie, un des 4 centres de référence pour la formation des policiers municipaux. Monsieur le ministre, je voulais vous dire qu'effectivement, la formation gagnerait à bénéficier de simplification. On parle beaucoup en France de simplification pour les entreprises. On parle beaucoup de simplification administrative pour les collectivités. Et en l'occurrence, pour la formation des policiers municipaux, nous avons besoin de simplification. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un garde champêtre qui passe le concours pour devenir policier municipal, c'est imposé de suivre des formations qu'il a déjà suivies lorsqu'il était garde champêtre. Donc c'est un gaspillage d'argent, c'est un éloignement de son poste parce que c'est le maire qui a payé la formation pour qu'il puisse passer le concours. Il passe le concours et finalement c'est la double peine. La commune qui a payé la formation, qui a accompagné son garde champêtre vers une évolution de carrière en intégrant à la police municipale, il se retrouve à devoir suivre un socle de formation commun qui est celui des gardes champêtres et des policiers municipaux, et il ne peut pas faire autrement que de les suivre à nouveau. Et ce point-là rejoint aussi le point des encadrants. 14 semaines, c'est énorme. Un maire, lorsqu'il accompagne, lorsqu'il paye la formation à un concours, il peut difficilement entendre que l'agent s'est absenté pour suivre la formation, qu'il a décroché le concours et qu'il doit s'absenter aussi longuement. Donc c'est un vœu, nous sommes encore au mois de janvier, ça peut être un vœu, ça peut être une bonne résolution qui peut nous engager collectivement. Nous avons besoin de simplification pour que ces agents soient le plus rapidement possible sur le terrain opérationnel et fonctionnel. Merci. Merci, Monsieur Bourgi. Madame Laurence Harribey. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, quelques petites questions en complément des collègues qui sont relativement précises. Ce fameux article 2 où vous avez sélectionné en fait un certain nombre de prérogatives nouvelles. La question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous avait conduit à cette liste des 9 et pas d'autres. Bon, vous avez répondu en partie en disant que finalement vous aviez retenu ce qui représentait les plus nombreuses. Donc ça, je veux bien l'entendre, mais en même temps, je pense que quand on est sur le terrain, il y a quand même une interrogation sur la nécessité peut-être de compléter cette liste par la conduite sans permis, la conduite sans assurance. Vous avez donné un élément de réponse par rapport au fichier, donc c'est vrai qu'il faut que ça soit efficient, sinon c'est pas la peine de l'ajouter. Et puis peut-être les infractions liées au rodéo, parce que c'est souvent les locaux qui se retrouvent face à cette difficulté-là. Donc voilà, le premier élément, c'est est-ce qu'il y a des contraintes opérationnelles ou des contraintes juridiques, et si on peut aller un peu plus loin dans cette liste. L'autre question est relative à l'article 4. L'article 4 précise qu'en étant aux gardes champêtres et à la police municipale, les dépistages préventifs sous l'ordre ou sous la responsabilité de l'OPJ. Et donc on peut se poser la question de permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres à compétences judiciaires élargies de pouvoir procéder à des contrôles préventifs de dépistage d'alcoolémie et stupéfiants à leur initiative, au même titre que les OPJ et les APJ. Alors, je vois bien le problème, hein. Il faut bien mettre des lignes, sinon rouges, en tout cas, des lignes de démarcation, mais en même temps,
Sans doute, vous avez fait ça parce qu'il y a des risques, vous identifiez des risques opérationnels et juridiques, mais en même temps, on peut avoir des contradictions sur le terrain, en particulier par rapport aux réservistes. Moi, je viens d'un milieu rural et l'été, on a beaucoup de réservistes. Or, dans les réservistes, ils sont à majorité APJA, mais ceux qui sont des réservistes retraités, eux, ils sont APJ ou OPJ. Donc du coup, ça peut permettre, ça crée une espèce de différence et je trouve que là, il y aurait peut-être quelque chose à travailler. Et puis la dernière question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à l'article 15 sur le Rio. Et là, alors c'est intéressant, hein, je trouve que c'est bien d'avoir mis l'obligation du port apparent, mais ça pose la question de l'effectivité, d'autant plus que dans d'autres corps, ce port n'est pas automatique. Et donc, est-ce que vous seriez ouvert dans le texte à ce qu'on justifie, est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin pour sanctionner ou en tout cas limiter le non-respect de cette obligation qui pourrait constituer, pourquoi pas, un motif de retrait ou de suspension de l'agrément, parce que là on est quand même dans un entre-deux en termes de régime juridique. Et moi je voudrais rejoindre les deux questions qui ont été posées, en particulier de manière assez claire sur les compétences régaliennes et non. Sur le terrain, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire la crainte d'une délégation du pouvoir, enfin de la responsabilité régalienne aux polices municipales, et que ça va créer en fait une différence entre ceux qui peuvent aller assez loin dans une police municipale fournie, avec des encadrants, avec des formations, et puis ceux qui, en particulier en milieu rural, sont obligés d'avoir des solutions minimum et qui, même en mutualisant, n'arrivent pas à avoir l'encadrement nécessaire. Merci. Merci. Monsieur Christophe Chailloux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Une question relative aux AFD. J'avais déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur d'abord la problématique nationale, c'est-à-dire que on a un taux de recouvrement, d'après les informations dont on dispose, qui est extrêmement faible, 20%. A priori, j'avais d'ailleurs souhaité connaître des chiffres un peu plus précis, parce que je pense qu'on a besoin sur ce sujet-là d'avoir quand même un certain nombre d'éléments. Bon, je pense qu'on aura, j'espère, un jour quelques chiffres. Donc il y a un vrai souci d'effectivité du recouvrement. Et puis, vous le savez, cette procédure pose quand même un certain nombre de questionnements. La défenseure des droits a évoqué un certain nombre de sujets. On sait que, notamment s'agissant des droits du justiciable, il y a quand même quelques petites difficultés par rapport à des principes fondamentaux qui sont les nôtres. Donc voilà, ma question est, en envisageant d'élargir cela aux agents de police municipale, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'abord véritablement de rechercher les moyens d'améliorer l'efficacité du dispositif? Est-ce qu'on ne va pas de nouveau donner l'illusion qu'on fait et puis dans la réalité ça ne se traduit pas par des faits? Et puis deuxièmement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aussi, avant d'envisager cet élargissement, de clarifier un peu la doctrine de mise en œuvre de ces AFD? Parce que, y compris en proposant finalement de confier cette responsabilité à des agents qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, on va encore plus, me semble-t-il, dans un certain nombre de fragilités juridiques d'un dispositif dont nous ne contestons pas le bien fondé. Au contraire, je pense que ça peut être une réponse par rapport à l'engorgement judiciaire, mais qui, quand même, atteint un certain nombre de limites, en tout cas en termes d'effectivité et de respect d'un certain nombre de droits fondamentaux. Merci, Monsieur Chailloux. Madame Patricia Schillinger. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, nous sommes aussi en train de travailler sur un texte de loi qui a été déposé sur les gens du voyage.
Et la question se pose aussi sur les AFD. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les policiers municipaux, c'est la ruralité. Comme chez nous, la brigade verte, sont souvent très présents quand ces gens du voyage s'étalent en petit nombre partout. Et les gendarmes ne peuvent pas être partout à la fois lorsqu'ils sont sur des terrains illicites. Ma question, c'est surtout de travailler dans ce texte, de pouvoir élargir et de travailler sur ces situations qui sont quand même, sur certains territoires, vraiment... je veux dire, on n'en peut plus, et la population n'en peut plus, et les élus non plus, parce que c'est vrai que même les sous-préfets ou les préfets y travaillent, mais on a besoin à ce que des choses soient mises immédiatement en place, et surtout quand ils font des choses illégales. Donc la réflexion est de savoir si, dans le texte de policier municipal et garde champêtre, on peut élargir justement ces AFD. Merci Madame Schillinger. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre à l'ensemble de ces questions dans l'ordre qui vous plaira. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je vais les prendre dans l'ordre. Concernant Monsieur le Sénateur Reynaud, pour être clair, il n'y a pas de transfert de charge. La tranquillité publique, c'est la compétence des maires. Il faut faire attention. Quand j'ai dit ça, décharger, c'est parce qu'actuellement, les forces de sécurité intérieure font le job qui devrait être celui de police municipale quand il y en a. Je le redis, je ne suis pas dans une logique de transfert de charge. Il n'y a pas un monde où on était sur une logique de transfert de charge. Aller sur des halls des jeunes qui font du bruit dans un hall d'immeuble et qui créent des nuisances, on le fait. J'ai oublié que je suis maintenant ministre de l'Intérieur, je suis plus préfet de police, mais on le fait, on le fait. Bon. Quand il y a des policiers municipaux, c'est quand même mieux de... Voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est fait en concertation avec les polices nationales. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de transfert de charge. On reste sur de la salubrité publique, tranquillité publique. Et quand je dis que ça nous décharge, c'est parce qu'en réalité, dans les faits, il y a beaucoup de ces missions qui sont effectuées par les forces de sécurité intérieure et qui répondent parfois à des appels 17 pour aller réaliser ce type de mission. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Chacun est dans son couloir de nage. Il y a aussi une vraie... il n'y aura pas de souci, parce que du côté des policiers et des gendarmes, il y a aussi une inquiétude de se dire on est en train de créer une troisième force de sécurité intérieure. Non, on est en complémentarité, en coopération. Voilà. Et après, dans le cadre des conventions de coordination, souvent la répartition de ces missions, elle est concertée en fait, autour du maire, du préfet, qui est souvent le responsable de la brigade de gendarmerie ou du commissariat local, ou l'officier ou le commissaire ou l'officier placé auprès de lui, qui discute avec les autorités municipales. Et ils se répartissent un peu les missions, les territoires, voilà. Donc tout ça se fait, je pense, en bonne intelligence. Moi, là-dessus, je ne suis pas inquiet, franchement. Donc, et si j'ai pu tenir ces propos, c'est pas un transfert de charge, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Sur la question sur l'absence de Monsieur le Sénateur Burdi, sur l'absence de volet social. Bon, effectivement, ça n'était pas l'objet de ce texte. Il y a eu une revalorisation des indemnités. Alors l'année, c'est la dernière 23, en 2023. Et ça n'est pas l'objet de ce texte. Clairement, on n'a pas. Ça a été le choix qui a été fait par mon prédécesseur et auquel je souscris tout à fait. On n'a pas. Voilà, on est sur un texte de compétences, de formation. On n'a pas voulu traiter ces questions-là, au même titre qu'on a eu la question par ailleurs. On n'a pas traité les questions de calcul de retraite. Voilà, on n'a pas voulu. On est resté sur le missionnel. Pour ce qui est des gardes champêtres, bon, il n'y a pas de. Il y a une volonté de clarification. Enfin, il y a pas de. Ils ne sont pas du tout les mal-aimés de Beauvau. Au contraire, ils ont toute leur place dans le texte. Il y a un alignement des formations, un alignement parfois des missions.
pas tout le temps, mais parfois. Et donc, on conserve bien l'ensemble des prérogatives des gardes champêtres, hein, notamment toutes ces prérogatives environnementales qui sont extrêmement importantes. Voilà, il n'y a pas du tout voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est vrai, vous avez raison, c'est ce que vous visez en fait. Il y a une demande de revalorisation de la grille indiciaire et du corps, et notamment l'accès à la catégorie B, qui relève d'ailleurs pas forcément du ministre de l'Intérieur, mais le ministre de l'Intérieur est en charge de beaucoup de choses. Donc il y a effectivement cette question qui peut se poser de savoir si on crée une catégorie B ou pas, notamment pour la hiérarchie, pour avoir des débouchés. Voilà, donc ce sujet, on peut évidemment en débattre, avec la DGCL, qui est sous double tutelle. Voilà, moi je ne ferme pas complètement la porte, mais on parlerait de peut-être quelques dizaines de personnes à peine sur le territoire national. Dans un contexte où, pour la grille indiciaire C, il y a une revalorisation importante, hein, avec la création d'un C+, hein, voilà. Bon, le sujet n'est pas, on n'a pas fermé la lumière, voilà. Donc le sujet, il est encore débattu. On les a reçus récemment au ministère. Donc voilà, ils sont pas du tout mal aimés, et je sais très bien le rôle important qu'ils jouent dans nos ruralités. Hein, donc voilà, au contraire, hein, ce sont pour nous des acteurs extrêmement importants. Sur les questions importantes d'autorité hiérarchique, autorité fonctionnelle. Bon, clairement, hein, les agents de police, quand ils auront des compétences judiciaires, ils sont clairement placés sous l'autorité des maires. Hein, donc l'autorité hiérarchique, c'est l'autorité des maires. Après, comme les forces de sécurité intérieure, quand ils vont rentrer dans des missions plus judiciaires, de constat d'infraction et autres, bon, il y a effectivement l'autorité fonctionnelle du procureur de la République, mais comme pour les policiers et les gendarmes, qui, à ce moment-là, échappent à l'autorité des préfets ou des directeurs de police ou des commandants de groupements, et surtout des préfets. Ils sont sous l'autorité des procureurs. Mais ça ne veut pas dire que le procureur va pouvoir dire aux agents de police municipale qui auront un encadrant, qui pourront aller sur le terrain du judiciaire, vous faites telle et telle mission. Hein, on est bien d'accord. Hein, ça n'est pas comme ça que ça va se passer du tout. Hein, du tout. Donc c'est bien le maire, le préfet qui décide de politique. Et puis avec le procureur, il y a des conventions. Il y aura des conventions de coordination. Ils se mettront d'accord sur des blocs missionnels. Il y aura des interventions. Mais en tout cas, il n'y aura pas... il y a bien cette autorité hiérarchique qui reste une autorité des maires. Et d'ailleurs, dans le texte, l'article qui prévoit ces compétences, ces nouvelles compétences judiciaires, qui prévoit le fait que les encadrants donc, sont un peu le trait d'union avec le parquet, sont sous l'autorité fonctionnelle des parquets. Il est bien dit hein, que c'est sans prérogative hein, de l'autorité hiérarchique des maires, hein, bien évidemment. Concernant la formation et le besoin de simplification, on a prévu dans un certain nombre de cas des dispenses, hein, je le disais en propos liminaire, de formation pour les personnes qui ont une expérience personnelle, qui ont déjà été formées. On va regarder le cas que vous avez cité très précisément, hein, du garde champêtre qui a pu suivre certains types de formations et qui, quand il réussit la sélection de policiers municipaux, se retrouve avec une formation tronc commun où il y a une partie garde champêtre. On va regarder, quand on définira réglementairement la liste des formations et donc des dispenses, on va regarder ce point, mais j'en ai pris bonne note. Sur la longueur de la formation, bon, on va regarder ce point-là, je le disais tout à l'heure, mais sachez quand même que ça correspond aux durées de formation d'autres agents qui exercent d'ores et déjà des fonctions un peu analogues, et notamment hein, donc les assistants d'enquête, les gardes particuliers ou les agents de police judiciaire. Ouais, voilà. Donc on est à peu près sur la même durée. Bon, et on va regarder quand même, j'ai pris bonne note du point sur la longueur de la formation. Sur les dépistages. Alors sur les dépistages, ce sont votre question, Madame la sénatrice, c'était pourquoi ce sont les encadrants qui. Juste, pardon, hein, j'ai noté un peu rapidement là. La première question concernait les fameux 9, la liste des 9. Oui, c'est vrai. Pardon. Donc ça, je pense que vous avez répondu, vous avez laissé la porte ouverte, donc oui. on va en parler, puis on verra éventuellement. Dans la limite de la possibilité
pour les agents de PM, qu'on soit sur du constat, que ce soit simple, voilà. Oui, tout à fait. Et qu'il n'y ait pas d'acte d'enquête. Et ça, j'ai bien compris la doctrine, en tout cas, qui Voilà. avait conduit à la liste des 9. Non, c'est par rapport à l'article 4, Ah oui. où en fait, le texte dit il étend donc les dépistages préventifs sur l'ordre ou sous la responsabilité de l'OPJ. Et donc, ça veut dire que, la question que je posais, c'est est-ce qu'on peut envisager de mettre dans le texte à leur initiative, au même titre que les OPJ ou les APJ, parce que quelquefois, ça pose un problème d'efficience, en fait. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent sur le terrain. Parce que j'ai pu en discuter avec des brigades, et ce que je soulevais aussi comme peut-être incohérence, tout est relatif, je veux dire, c'est qu'en fait, quand on a des réservistes sur le terrain, ce qui se passe souvent l'été en milieu rural, on a des réservistes qui sont en majorité à PJA, mais on peut avoir un réserviste qui, lui, est au PJ, en particulier les retraités. Par exemple, les retraités de la gendarmerie qui sont réservistes, ils peuvent être au PJ, et du coup, il y a des brigades qui vont pouvoir faire le dépistage et d'autres qui ne vont pas pouvoir le faire. Voilà. Et donc, sur le terrain, ça risque de poser des éléments d'efficience. Alors, je comprends bien que c'est pas si évident que ça, mais il faudrait regarder si on peut pas aller, aller dans un sens de leur donner la possibilité sur leur initiative, parce que ça correspond quand même à beaucoup de petits tracas et souvent les élus nous disent oui, en fait, ils peuvent rien faire, quoi. Non, mais bien pris sur la question qui est posée sur l'initiative, sachant donc qu'il y a cette possibilité de faire ces contrôles par l'encadrant où il peut faire procéder à. C'est pas que l'encadrant. Donc ça, je réponds aussi en partie à votre question. Et votre question, c'est celle de l'initiative. On va regarder ce point à l'occasion des débats. On va regarder ce point à l'occasion des débats. Sur le numéro de le Rio de l'article 15, votre question, c'est plus... il est déjà obligatoire, en fait. Il le devient. Ma question, c'est est-ce qu'on peut mettre dans le texte, est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'on propose finalement quelque chose de plus ferme, avec éventuellement une sanction comme le retrait d'agrément, ou est-ce que c'est du réglementaire ça serait extrêmement violent. C'est violent, je le reconnais. Ce qu'on fait en matière pour les forces de sécurité intérieure, vous avez la même obligation. Donc là, c'est écrit de manière... Il n'y a pas tellement d'alternatives. On est sur des rappels à la règle, puis du disciplinaire. Voilà. Bon. C'est comme ça qu'on serait sur un dispositif disciplinaire. Je pense que c'est plus raisonnable de laisser le texte en l'état et que chaque autorité hiérarchique veille à ce qu'il y ait bien le port du RIO. Sur le fait qu'il y ait des polices municipales à 2 vitesses en fonction de la capacité ou pas à mettre en œuvre, ce sera à nous de veiller à ce que par les conditions qu'on va imposer pour les encadrants, on reste quand même dans une possibilité assez ouverte à un nombre important de communes de pouvoir bénéficier de nouvelles prérogatives. On y a intérêt. Donc l'État y a intérêt. Donc voilà, on va y veiller. Après, qu'il y ait des polices à 2 vitesses à cause de ça, c'est déjà le cas. Avec les polices municipales, c'est déjà le cas. Les polices municipales sont montées en puissance. La police municipale d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 15 ans dans certaines communes. Certaines communes étaient déjà très en avance il y a 15 ans. Et puis, il y a toujours quand même un décrochage entre les compétences, entre ce que les élus demandent comme mission à leur police municipale, ce que certains élus demandent et ce que d'autres demandent. Il y a déjà, évidemment, ce décrochage, mais c'est le principe de libre administration des collectivités locales. Et ensuite, les élus en répondent devant leurs électeurs, qui seront satisfaits ou pas de l'engagement qu'ils ont mis dans les missions qu'ils ont confiées à leur police municipale. Sur les AFD, alors le recouvrement, nous, en consolidé, moi, j'arrive jamais, on en avait déjà parlé quand on avait eu le débat, je crois que c'était sur le 50-1, sur le narco, ou sur une question d'actualité. J'ai déjà eu l'occasion de vous répondre, monsieur le sénateur Christophe Chailloux. Nous, pour le taux de recouvrement, il faut distinguer le paiement immédiat du recouvrement ultérieur.
Hein, nous, ce qu'on prend, c'est le tout confondu. Hein, et le tout confondu, c'est un chiffre que j'avais déjà donné au Sénat. On est sur 53%. Hein, donc 53%. Voilà. Hein, donc pour les stupes, pardon. Hein, et pour le tout confondu, on est à 31%. Hein, plus les paiements spontanés, oui, qu'on n'a pas forcément. Voilà. Mais en tout cas, on ne cesse de s'améliorer sur le recouvrement, des amendes forfaitaires délictuelles. Et j'en termine donc sur les gens du voyage. Alors, on n'a pas prévu l'AFD une AFD qui viserait l'occupation illicite des terrains. Il faut qu'on regarde. Je ne sais pas si dans les AFD, on a cette... non pas dans les 9, hein, là c'est sûr, on l'a pas. Mais est-ce que d'une façon générale, on l'a? Et est-ce qu'on peut prévoir l'extension? Il faudrait qu'on regarde ce point. Il faut qu'on regarde ce point. Sachant que sur la thématique, on a un groupe de travail qui était aussi animé sous l'autorité de M. Buffet, hein, avec un certain nombre de parlementaires. Moi, je n'envisage pas de revenir sur les propositions qui ont été faites, qui ont donné lieu à une proposition de loi qui a été déposée et qu'on va regarder, dont on envisage d'ailleurs d'enrichir le contenu. Je ne vous cache pas pour le durcir. Hein, moi, j'ai quelques pistes pour durcir encore le texte, mais on a repris le groupe de travail qui s'était réuni avec certains d'entre vous et que suivait de très près François-Noël Buffet. C'est Madame Védrenne, qui est ministre déléguée auprès de moi, qui suit ces sujets, et on aura une proposition de loi qui est d'ailleurs inscrite, je crois. Hein, voilà. Donc, et le gouvernement sera évidemment très attentif à ces textes, et on n'exclut pas même d'endurcir un peu le contenu. Et pour ce qui est de la question de l'AFD, je ne crois pas que ça existe, mais les listes des AFD, c'est vraiment allongé. Je ne pense pas que ça existe, mais s'il y a... on l'étudiera, hein, je vous redis. Étendre la liste des AFD n'est pas une difficulté, dès lors que le constat est facile et simple et qu'on reste dans le cadre, dans l'esprit et la philosophie du texte. C'était juste pour, si je peux me permettre, c'était juste pour peut-être, comme il y a le texte qui va venir, c'est de pouvoir le mettre dedans. Sinon, il sera en débat après le mois de mars avec le texte Gens du voyage. C'est pour être efficace tout de suite. Et puis, puisqu'on parle de police municipale et garde champêtre, c'était justement pour l'intégrer dans ce texte-là. C'était pour ça. Merci. Merci. Nous avons, je crois, fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Si personne n'en a plus, ni mesdames les rapporteurs, il nous reste à remercier Monsieur le ministre de sa venue et des réponses aux questions. Peut-être de lui dire la semaine prochaine, mais je n'en suis pas sûre tout de même.